sur la place, toi? Ok, je te rejoins. À tout de suite. Il est 9 heures. La plage du marché est blanche. Le soleil tape droit. Aucune ombre pour troubler le tableau. Ça fait presque 3 heures qu'on est là avec Mickey et Fredo et je commence à sentir dans les jambes quelques picotements dus à la posture statique. Pierrick, un gars qui vit dans une tente derrière le canal, me dit qu'on dirait une sentinelle, moi, à veiller sur la cafetière et les morceaux de sucre comme si le monde s'effondrait. Pierrick se marre, c'est son petit bonheur de la journée, parce que le reste du temps il zone devant le Auchan avec son kleps et les autres qui se toxent le bras à la recherche du divin. Son rire crame l'assistance. Bientôt, tout le monde se fout de ma gueule. Marrez-vous, va? Si personne ne veille à la bonne répartition, c'est le bordel ici. Il y a Jean-Jean qui arrive. C'est le plus vieux des zonards. Il me demande s'il reste pas un sandwich au jambon. Les stocks sont vides. Faudra revenir demain. Je lui file 5 balles de la caisse solidaire, celle qui sert d'habitude à payer la caution des gars en 11. Jean-Jean me remercie. Ça papote. Ça a refait le monde. Les gars ont besoin de ça. Un peu d'affection, des sourires, de la tendresse. La plupart, c'est le manque d'amour qui les a rendus là. On fait des blagues. Je montre des photos des gamins. Ça va la famille? Me demande Jean-Jean. J'ai connu mieux. Mais ça va s'arranger. On parle du monde qui vient. Du monde dans lequel on sera des rois. Pablo le roublard me dit que ça sert à rien, les fausses promesses. Qu'on les connaît, les gars comme nous, qui utilisent les pauvres pour se donner bonne conscience. Jean-Jean me montre les croissants qui restent. Je lui dis que c'est pour un couple d'octogénaires, à côté du local, qui n'a pas assez de retraite pour se payer la boulange. Le petit vieux comprend.
Il mate les couvertures posées sur la table. Malgré la chaleur du mois de juin, les gars doivent pas avoir chaud la nuit. T'en veux une ? Elle traînait à la cave. Steph les a récupérées de chez sa mère il y a quelques jours quand on a commencé à faire du tri. Mickey a dit que c'était une bonne idée, qu'on pourrait les filer aux zonards de la gare, à condition qu'on les customise à notre sauce. Résultat des courses, avec Fredo, on a passé plusieurs heures à broder sur les couvertures les initiales de l'assaut. Le S encerclé dans le B. S, B. Jean-Jean me remercie d'un sourire qui laisse passer un ange entre ses dents. Tu dors où en ce moment ? Le petit vieux me montre du doigt un petit local à poubelle, juste à côté du resto qui fait l'angle. Tu dors pas au 115. Je connais déjà la réponse. La plupart des SDF évitent d'y aller parce que les foyers du 115, c'est pire que l'HP. Si Jean-Jean veut dormir au chaud, il braque une petite épicerie avec un flingue factice. Les flics viennent le chercher et s'égoudent. 2 mois au chaud, en tôle. La mairie pourrait quand même faire quelque chose. Mais les SDF, c'est pas leur cam. Ces bâtards préfèrent utiliser l'ancienne colonie de vacances pour d'autres. Jean-Jean fait un petit haussement d'épaule comme pour essayer de soulever le destin qui fait pression sur ces omoplates. Ils ont leurs pauvres, c'est comme ça, me dit Jean-Jean. Je lui fais une petite tape sur l'épaule. Nous, on a les nôtres. Dans le temps, la colonie de vacances ici était mon territoire. Quand mes parents, mon père, ma mère, quand les miens croyaient encore que nous ferions de grandes choses dans la vie. Je me souviens de longues heures gamin à errer dans les couloirs de la colonie de vacances. Quand avec Steph, nous nous promettions de ne jamais nous séparer et mimions notre mariage en grande pompe dans le réfectoire de la cantine en se murmurant des chansons d'amour. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux. Je dis aux autres de l'assaut qu'il va falloir y aller. C'est pas qu'on n'est pas bien ici, hein, mais on a des choses à faire. Vous venez à quelle heure demain, fait Pierrick ? On ne sait pas encore. Ça va dépendre de la soirée et de l'inauguration à la mairie. Jean-Jean me demande ce qu'on a prévu. On va pas se laisser faire, je lui dis. Les gars s'éloignent avec leur yinche, leur caddie et regagnent leur tanière. Avant de rejoindre le local, je m'arrête chez Yvette et René, déposer les croissants et la baguette de pain. Yvette m'ouvre la porte, me remercie et m'invite à boire le café. Je demande si tout va. Yvette fait signe de la tête comme pour dire qu'on se maintient. Il y a de l'héroïsme dans ces patins qui se démènent à mettre un pied devant l'autre en essayant de contourner les quelques courriers de la poste qui stagnent dans le couloir. Des factures EDF, les impôts, des lettres de la banque. J'entends le René à la cuisine pester sur un problème de connectique à cause de la fibre où il n'y comprend rien. C'était zone blanche encore il n'y a pas longtemps ici. J'essaye de mettre de l'ordre dans les câbles, ça a l'air de marcher. Le René s'assoit dans son fauteuil repose-pied et lance le programme. Il y a la tête de l'autre teubé qui présente son émission de karaoké.
avec ses chaussures à reflets qui brillent à l'écran comme une insulte. Là-bas dans son monde, connaître par cœur le temps des colonies de Michel Sardou peut rapporter gros ici. Ça t'apporte que des emmerdes. Merci, me dit le petit vieux. Souvent, le René tousse avant de parler. Sa bouche s'ouvre et laisse apparaître le trou causé par l'opération du trop de Schmer à l'usine. Le René est un des derniers de sa génération d'ouvriers, les autres sont déjà tous au cimetière. La plupart partis avant la retraite. Au mur, chez le René, avant, il y avait des affiches du Parti communiste. Mais depuis que les Rouges n'ont rien pu faire contre la fermeture de la filature et qu'ils sont partis du bled, le René les a décrochés. L'utopie du petit homme habillé de SMIC qui va tuer son patron. C'est fini. Dans ses yeux, quand il regarde au mur, il y a le fantôme de l'espoir qui a laissé la place au ruban jaune tumouche qui flotte comme un attrape-rêve dans le salon. On parle pas de politique avec le René. C'est comme ça. Mais René doit bien s'y résoudre. Les petits vieux comme lui. Il n'y a que nous que ça intéresse. On est les seuls à défendre le peuple. Yvette rapplique de la remise avec des biscuits au beurre qu'elle a alignés sur un petit plateau pour qu'on les trempe dans le café. Je lui dis qu'il faut que j'y aille. Mais Yvette a encore un petit service à me demander. Il n'y a pas grand monde qui passe, je peux bien prendre 3 minutes. Les petits-fils sont loin et je suis un peu le sien d'adoption. Je la connais depuis longtemps, sa famille. Avec Romain, le dernier de ses petits-fils, on jouait dans le jardin de la colonie au foot à se prendre pour des dieux. Je voulais être Franck Leboeuf et Romain voulait devenir Zizou. Romain me faisait des petits ponts que je tentais de tacler. Le soir, on fumait des joints sur le toit de la colonie en regardant l'avenir. À présent, l'avenir ici s'est taillé les veines en même temps que le Romain s'est taillé la route pour aller vivre sa vie de petit bourgeois à la ville. Yvette me dit qu'il y a un problème avec le lit qu'on a descendu de l'étage l'hiver dernier avec Fredo. Je vais voir au salon, transformé depuis peu en chambre à coucher. C'est plus près des toilettes pour le René. Je regarde le bois. C'est juste que c'est bouffé par les vers. Faudra en trouver un autre. On passera la semaine prochaine avec des gars, on en ramènera un d'Emmaüs. C'est gentil, me dit Yvette. C'est de l'entraide. C'est normal. Je demande s'il y a des problèmes avec les nouveaux, ceux d'à côté, ceux du logement social. Yvette dit que ça n'a jamais été aussi bien. Je lui dis de faire attention quand même, que maintenant ils ont pris l'habitude de se dissimuler et que bientôt il y en aura partout là dans nos rues. Une marée noire. Yvette comprend pas à cause de son sonotone. Je répète pas. Je sors. Je m'allume une clope. Steph m'appelle. Elle est au volant. J'aime pas quand elle appelle en roulant, c'est pas prudent. Je lui dis... Ça va, ta tournée de torchage de cul? Parle pas comme ça, elle me dit, c'est des êtres humains. Je lui dis que ça a beau être des êtres humains, tu te bousilles le dos, là c'est même plus un dos. C'est un escalier. Steph m'informe qu'elle a eu ses horaires et qu'elle commencera la semaine prochaine à la colonie. Ce sera mieux, moins fatigant. Passer le balai plutôt que de nettoyer des vieux. C'est bien, je dis. Tu fais pas de conneries, hein. J'y tiens à ce nouveau taf. Vous allez faire quoi avec les autres? Rien. On va rien faire. On va juste aller à l'inauguration, c'est tout. Je te préviens, me dit Steph d'un ton définitif. Si j'apprends que t'as fait quelque chose, je fais les valises et on se casse. Steph raccroche. Moi aussi je t'aime. Depuis quelque temps c'est compliqué entre nous depuis que mes idées se sont quelque peu affirmées. Steph dit qu'elle n'apprécie guère mes nouvelles fréquentations, que j'étais mieux avant, le petit gars fébrile, c'était ça qui la faisait vibrer, le petit gars manutentionnaire qui posait pas de questions, le paumé.
Comme s'il y avait de la poésie et de la beauté à se faire chier dessus toute sa vie. C'est pas grave, ça lui passera. Si je fais pas le sale boulot, qui le fera? Quand j'étais gamin ici, je m'inventais un monde dans les broussailles, les taillis, les haies. Un monde que je pouvais remodeler à ma guise et défendre comme je le souhaitais. Dans ce monde, la colonie m'apparaissait comme une île, propice aux rêves et à l'évasion parce que c'est là-bas, avec mes camarades de classe de l'époque, que nous rêvions de ce que nous voulions devenir. Grand. Mais l'idée de grandeur s'est tordue la cheville et nous sommes restés nous-mêmes, gamins esselés. Là, notre jeunesse est morte et nous sommes restés à jamais des filles et des fils, sans monde. Quand je débarque au local, je suis dans les premiers, les autres arrivent au compte-gouttes. Mickey et Fredo sont pas encore là, on les attend, on fera rien sans eux. C'est comme les tauliers. Pégase me demande si je suis chaud. C'est pas parce que je suis le petit nouveau que j'ai rien dans le ventre. J'ai fait l'entraînement moi aussi. Les heures à se les cailler dans les bois, j'ai vécu ça. Tirer avec des carabines à plomb sur des posters de gauchistes. La cicatrice du tatouage de l'assaut sur le bras, je l'ai gravé la chaude d'un B, serpenté d'un S. Je suis prêt. Certains sont venus avec des pancartes, d'autres juste des cagoules. Ça se check. Le local se remplit, ça sent la sueur. On se prépare. Victor, le petit de foyer qu'on a récupéré il y a quelques semaines parce qu'il errait comme un rat mort devant la gare routière, sort un point américain de l'armoire. Le frère Rainer lui dit que c'est pas à lui de faire ça. Il a déjà assez à faire avec la justice à son âge. Il y en a d'autres encore qui se ramènent. On doit être une 50aine. Il y a des gars d'autres structures. C'est un gros coup aujourd'hui. Alors on s'est fédérés. Je commence à comprendre l'ambiance. Il n'y a pas que des prolos. Il y a des types avec des particules. Des gars qui se la jouent royalistes. On pactise. Je suis arrivé il y a quelques mois. Je commence à comprendre qu'entre nous, les divisions ne sont pas de mise. Les divisions, on fera ça plus tard. On laisse ça aux gauchistes. Pour le moment, faut faire le taf. Assurer le service d'ordre de la révolution. On verra les détails plus tard. Cindy me sert une bière. C'est la meuf de Mickey. Tout le monde la regarde comme si c'était Dieu. Pareil que Cindy, quand elle était gamine, elle faisait des stages en Allemagne dans des fermes avec des gamins white et des survivants des camps. Enfin, côté maton. Mickey et Fredo font enfin leur entrée après plus d'une heure à taper sur des punching balls. On est comme des chiens aux aguets. Les deux ont l'air sereins, ils ont prévu le plan, c'est eux qu'on suit. D'abord la manif et le reste, on verra plus tard. Pour la colonie, je prendrai le relais. Je connais les lieux. On va se mêler à la foule dans un premier temps, c'est notre avantage. Passer inaperçu. Le moment est venu.
nous dit Mickey. Il y a comme un trémolo dans sa voix malgré le physique de Rital accro à la créatine. Ça fait des années que Mickey attend le moment. Les troupes sont enfin prêtes. L'époque également. Il y a quelques années, on était ringards. Maintenant, on passe en prime time. Moi, je dis pas, hein, j'ai mis du temps à me décider. Si j'avais pas rencontré Fredo, je serais jamais venu. J'aurais continué à subir, à me faire enculer par tous les trous que les élites voulaient bien me remplir. On part à pied, par petits groupes. Je prends la route avec le frère Rainer, qui me raconte qu'en ce moment, c'est pas la joie dans son taf et qu'à la maison, avec la bouche en plus à nourrir, et le pouvoir d'achat qui ressemble à un cul troué, c'est pas la forme. Je lui dis que c'est mieux que la meuf au Fredo, qui est partie pour un type qui avait un peu plus que le SMIC. C'est dur en ce moment, continue Rainer. C'est pareil pour moi. Faut aider pour la mère de Steph qu'on vient de mettre en EHPAD, alors parfois les fins de mois sont raides. Et puis Steph aime pas trop ce qu'on fait avec l'assaut. C'est vrai qu'elle va bosser à la colonie ? Me demande Rainer. Je la laisse croire ça. Mais c'est hors de question. Ça ira mieux après, on se dit avec le frère Rainer. On espère que la prophétie de Mickey se réalise. Nous tous, sur des yachts, aux Seychelles. On se ressemble. On est cousus, rapiécés des mêmes tissus. D'un côté, le deuil d'une époque révolue, de l'autre, l'orgasme d'un sacre à venir. C'est ça qui nous lie ici, ce partage du monde-là dans lequel nous avons vécu et étions des perdants. Au loin, il y a les salines. Plus loin, les cheminées d'usines à l'arrêt. On partage la misère, les années de catéchisme à se faire chier sur le crâne par un Jésus qui voulait pas de nous. On partage l'argent public qui allait au club du 3e âge parce que les maires avaient besoin d'électeurs. On partage les terrains de basket minés, les après-midi d'orage, les suicides de potes dans la dope ou le non-travail. On partage la rigueur de se tenir debout et de trouver les motivations d'exister. Tout ça bientôt reprendra forme. Il y aura de nouveau de l'argent pour nous, pour les nôtres. On rouvrira les bars. Le samedi, il y aura des fêtes dans la MJC. Nos enfants s'éclateront dans les bottes de paille et vivront mieux que nous dans un monde qui leur ressemble. On prend par les ruelles. Faut faire gaffe aux types qui seraient venus pour en découdre. Ce serait con de se faire remarquer avant la manif parce qu'on n'est pas encore respecté partout. Il y a encore des petits énergumènes qui luttent ici et là, même si ça commence à se détendre. C'est pas l'État et ses flics qui feraient quelque chose bien trop occupé à étouffer le manifestant et à raser Mayotte. On sort pas de nulle part, dit souvent Mickey. On est né de la cuisse de l'époque. Elle était ferme comme un high kick pour qu'on en sorte. On arrive sur place, disséminés dans la foule parmi 300 personnes, la plupart acquises à la cause de la mairie. Paraît que certains ont même été payés pour venir défendre l'implantation du centre d'accueil. Une grande banderole a été tendue devant l'hôtel de ville. La mairie l'a fait dessiner par les jeunes de l'école primaire, je le sais. Mes gosses y étaient. Dessus, il y a des vagues, des petits bâtonnets sur un radeau de fortune et comme ça, dans l'air, des visages d'enfants avec des yeux ronds qui sourient et une petite bulle avec des cris dedans. Bienvenue à vous, vous qui venez de loin. Il y a le maire qui est dans un coin avec toute sa cohorte d'élus, tout un dispositif policier autour d'eux. C'est comme ça que l'ordre tient encore ici. Le maire était au courant qu'il y aurait de l'opposition, mais pour le moment on ne va rien faire, on va simplement montrer qu'on est là. Mickey, dans un coin de la foule, semble prendre des notes sur les mecs qui paradent devant le maire comme des agents de sécu. Il dit que dans pas longtemps, ce seront les nôtres à ces places. Le maire sur l'estrade fait un discours sur les bienfaits de l'accueil.
de l'hospitalité, on sort les cagoules, tous, avec nos t-shirts, le S qui enserre le B, le sang qui enserre le bleu, SB, les soleils blancs, on reste silencieux. Les flics se mettent rapidement en place lorsqu'ils nous découvrent. Rapidement, la foule est coupée en deux, avec d'un côté les manifestants jugés pacifistes, et de l'autre nous, séparés par un cordon d'une bonne trentaine de flics. Le maire n'a pas l'air troublé par notre présence, du moins. C'est ce qu'il laisse supposer, mais il y a une petite goutte qui perle sur son front. Il continue son discours en disant que ce centre relancera notre économie locale, que les classes scolaires amenées à fermer ne fermeront pas, que cette terre a toujours été une terre d'accueil déjà pour les Italiens, qu'il n'a pas peur, mais il se chie dessus. On commence à brandir nos pancartes. Hospitalité pour le peuple français. On est bien chez nous. Ça commence à se tendre avec les autres manifestants. Il y en a un qui ramasse une pierre et le traite de facho. Le frère Rainer ramasse une pierre qui manque de peu d'atteindre la tête du type. Des flics s'abattent sur lui. On tente de les disperser mais il réplique à coups de matraque. Le frère Rainer est exfiltré. Le maire tente d'appeler au calme mais nos huées l'empêchent d'être entendu. L'assermenté comprend que son discours est foutu. Pégase et le petit Victor à côté de moi sont chauds comme la mort. Mickey demande à ce qu'on se calme. C'est pas ici qu'on doit sortir les points. Ici, on doit juste montrer notre désaccord. L'inauguration est publique. Il y a des médias partout. Faut que l'opinion soit saisie. La pierre du petit Rainer et son tabassage en direct par les flics. On a marqué des points. Notre manifestation doit être pacifique. On doit reprendre ce terme-là à l'ennemi. Comme c'est le protocole et que le maire et ses officiels ne tiennent plus qu'à ça, le maire rompt vite fait avec une paire de ciseaux le ruban qui courait d'un côté à l'autre de l'estrade en guise d'inauguration, puis rentre par la porte de l'hôtel de ville. On voit alors passer le bus derrière nous, avec les premiers occupants du centre d'accueil entourés de camions de policiers. Ça ne sert à rien de tenter quelque chose maintenant, nous dit Mickey. Et le voilà à son tour qui monte sur l'estrade. Des flics le laissent passer. Mickey entonne la Marseillaise. Elle est reprise en chœur devant l'hôtel de ville par une partie de la foule qui semble à présent acquise à notre cause. On retourne au local. Nos exploits tournent en boucle à la télé. On ressortira plus tard. Pour le moment, on se met bien. Cindy fait tourner les bières. On parle de l'autre pute de mère qui se la joue nini et qui pactise avec les socialos pour garder la mairie. Je reçois un SMS de Steph, t'es fier de toi? Je répondrai plus tard. On félicite Mickey. L'action a été couronnée de succès.
Si Mickey fait pas le con, c'est lui que le parti plébiscitera pour régner ici. Une fois son CV lavé des quelques trucs louches qu'il a commis dans le temps. Maintenant, pour les officiels, Mickey est un sympathisant d'extrême droite qui a fondé un club de boxe. Tout à fait respectable pour les gamins en perdition du coin. Pas de quoi tuer un canard. Pégase et Victor dans un coin ont dû taper un peu trop dans la blanche. Ils sont surex comme des chevaux. Victor se saisit d'un drapeau français qui traîne dans un coin de la salle, le pose au milieu du local et se met à lui pisser dessus. Fredo lui demande ce qui lui prend à blasphémer de la sorte. Victor jette un regard ému vers le drapeau noir et le cercle blanc qui trône au milieu du local. Les soleils blancs. Dans pas longtemps, ce sera notre drapeau au sommet de l'État. Pégase lui fait retrouver la raison avant que Mickey le gifle. On est chaud. En temps normal, on irait au stade ou tirer dans les bois, mais d'autres idées nous prennent, c'est la suite du plan. Seuls quelques-uns sont au courant, les plus convaincus. Il est 20h. Mickey nous fait comprendre qu'on ne peut pas rester parce qu'il y a les jeunes du club de boxe qui arrivent pour s'entraîner. On range les bières, les drapeaux, les pancartes. Les jeunes, faut les prendre tranquillement. Si on commence direct, les recrues ne mordront pas. On passe chez Fredo. Faut pas faire trop de bruit parce que sa mère dort à l'étage. On est 4-5 à se réunir dans son garage, là où Fredo collectionne les armes de feu du permis de chasse de son père qu'il a jamais rendu. On se prend de l'alcool bien vénère, du mezcal. Fredo nous demande ce qu'on a pensé de la journée et de la manif. « C'est SOSDEM, tout ça !» finit-il par dire. Fredo a eu vent d'un nouveau mouvement à l'ultra-droite, encore plus radical, qui n'accepte ni les fils d'eux, ni les bourges, que les whites, pauvres. Vas-y, on dit que c'est une bonne idée. Fredo nous fait passer dans la pièce d'à côté, là où il y a son petit stand de tir improvisé. Des canettes vides, alignées, avec dessus des stickers que Fredo a lui-même fait imprimer, des visages de politiciens, des gauchistes. L'autre suceur de ministre de l'Intérieur qui veut pas dire qu'il est de notre bord. Fredo va chercher un flingue à son père et chacun notre tour on tire dans la cible. Je manque de peu de shooter la tête du président. Fredo hurle. Il vient de faire un carton. La balle a explosé la tête d'un leader gauchiste et par effet ricochet s'est logée dans celle de la première ministre. Fredo pleure. Il y a sa mère qui hurle au-dessus parce qu'on l'a réveillée et qu'elle travaille tôt demain. On s'excuse. À nos mères! Dit alors Fredo, en fixant de ses mains crevassées d'ouvrier le plafond, où quelques araignées ont élu domicile. Après quelques parties de tir, on remonte en voiture. J'embarque Fredo avec moi, les autres montent dans une autre caisse. On passe au local des services techniques d'entretien de la ville où on travaille avec Fredo. On a préparé les bidons en avance, histoire d'être efficace. 400 litres, ça devrait faire l'affaire. On prend la direction du centre. La deuxième voiture nous talonne, une vide et une remplie au cas où. Je reçois un appel de Steph mais j'aime pas répondre au volant et puis je lui ai juré de rentrer avant la nuit. Elle doit s'inquiéter, il est minuit et des clopinettes, la lune est blanche pâle, à gerber. Fredo s'allume schmer sur schmer. Ses doigts boxent la Marlboro comme un gueudin. On dit aux autres dans la deuxième voiture de remettre les cagoules. On se gare à l'abri des regards dans la forêt juste à côté. La colonie est comme endormie. Le monde comme apaisé. On descend des caisses, décharge les bidons. On sort la clé passe-partout. On passe par la grille de derrière si on veut que ça brûle. Il faut commencer par la remise. Le feu atteindra vite les cuisines puis les étages. Je déverse les bidons. J'entends comme des voix à l'intérieur du centre, des voix d'enfants. Cela pourrait être les nôtres plus jeunes quand, avec Romain, nous y jouions au foot et nous prenions pour des princes. Vas-y Franck, passe le ballon. Je sors une allumette de ma poche
Y a comme une chanson qui sort des étages, une chanson d'amour. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux par la fenêtre. Le visage d'un jeune homme. Fredo et les autres sont en train de barricader les portes. Le jeune homme me fait un sourire. Les gars ont fini, on dirait moi, gamin. À côté, une gamine passe avec une robe de mariée. On dirait Steph. Je craque l'allumette et la jette dans l'essence. Le feu n'avait pas longtemps à emplir l'air. On part en courant. Tout à coup, les chants se mutent en cris. On remonte en voiture, on blinde. On n'a pas fait 200 mètres qu'on entend une énorme explosion derrière. Le bruit du gaz. Les voitures sont comme soufflées par l'explosion. Les vitres tremblent comme un chien apeuré. On s'arrête, sort des véhicules. Au loin, de la fumée, comme si les cheminées d'usine à l'arrêt se mettaient à revivre. La colonie de vacances n'est presque plus qu'un énorme tas de gravats. On entend des sirènes. On se remet en route. Arrivé à la maison, je cherche les enfants et Steph, mais ils ne sont pas là. Ils ont dû partir quelques jours loin de moi et de la bête immonde que je leur semble être devenue. Il y a un petit mot sur la table de la cuisine, je l'ouvre. Les gosses sont chez ta mère. La mairie m'a appelé. Je dois faire un remplacement ce soir à la colonie. Je t'aime. Je dois fixer depuis 4 heures, par les carreaux de la fenêtre, le ciel, espérant un signe. Je ne pleure pas. Le soleil point bientôt. Un soleil blanc. Immanquablement blanc. J'entends des sirènes se rapprocher. Bientôt des gendarmes sortir des véhicules. Je n'ai pas peur. La vie m'a cagoulé d'un linceul. Je suis un soleil blanc. Je n'ai pas peur de mourir. Je suis déjà mort.